D'un point de vue spirituel, est-ce grave de ne pas se souvenir de ses rêves constamment? Comment expliquer ce fait? Doit-on y remédier ou se remettre en cause? Alors, la question de façon globale est quelle importance accorder aux rêves. Nos sages disent que les rêves ont une importance. Les rêves peuvent être un message divin transmis. Et ils ont été jusqu'à dire qu'on peut considérer qu'il y a dans les rêves une part importante de révélation divine jusqu'à être 1/60 de prophétie. 1/60, ça ne veut pas dire qu'on a pris la prophétie et qu'on l'a coupée en 60 morceaux. Ça veut dire que c'est un degré de révélation divine. Et comment se fait-il que ça se passe dans les rêves? Parce que quand on dort et qu'on se libère de tous nos soucis matériels et habituels, l'âme trouve le moyen d'être ouverte à d'autres messages que ceux de nos sens. Quand on est en éveil, on essaye d'analyser la réalité par l'intermédiaire de nos sens. On en a 5. Alors on essaye de comprendre par la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. Mais quand tout ça est au repos, alors on libère en nous une capacité d'intégrer une autre compréhension de la réalité, qui est plus subtile, qui est plus cachée. Néanmoins, il y a aussi un enseignement qui dit que les rêves, ce n'est que le fruit de l'imagination de l'homme. C'est-à-dire que pendant toute la journée, l'homme a des perceptions qui ensuite, pendant le sommeil, vont être liées l'une à l'autre, sans aucun ordre et sans aucun sens. Donc les rêves, c'est une espèce d'imagination débordante. Il y a une autre opinion qui dit que dans les rêves, il y a en fait les deux. C'est-à-dire que c'est du blé mélangé à de la paille. Il y a des grains de blé, c'est-à-dire des choses qui sont consommables, mais il y a aussi beaucoup de paille. Alors qu'est-ce qui est vrai dans toute l'affaire? Tout est vrai. C'est-à-dire qu'on peut trouver les rêves de Yosef, qui étaient prophéties. Mais on peut trouver aussi des rêves qui ne sont que le résultat de l'imagination de l'homme. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du niveau de la personne qui rêve. Ça dépend des conditions dans lesquelles elle rêve. Ça dépend de sa sensibilité. Ça dépend de beaucoup de choses. Les psychologues déjà ont compris que les rêves révélaient à l'homme quelque chose qu'il a voulu essayer de mettre de côté et qui finit par revenir. Alors nos sages disent qu'effectivement, quelqu'un qui ne rêve pas, d'abord ça n'existe pas. Parce que si on empêche quelqu'un de rêver, il meurt. On a fait des expériences sur des animaux et quelqu'un ne peut pas ne pas rêver. Toute la question de savoir s'il va s'en souvenir ou pas. C'est-à-dire tout le monde rêve. On peut vérifier l'activité du cerveau pendant le rêve de l'homme. Il y a des moyens de vérifier ça. On a vérifié, tout le monde rêve. Alors toute la question est de savoir si on s'en souvient ou pas. Alors quelqu'un qui ne se souvient jamais de ses rêves, pour les sages, ça peut être considéré comme quelque chose d'inquiétant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas de sensibilité d'âme qui te permet de capter quelque chose qu'on veut te transmettre. Tu es tellement, tu sombres tellement dans ton sommeil que tu es comme quelqu'un de mort qui ne permet pas à son âme de s'élever. C'est pour ça que nos sages donc ont une critique vis-à-vis de ceux qui ne rêvent jamais.
Et il y a des gens qui rêvent beaucoup, il y a des gens qui rêvent peu. Ça veut dire... Non, ça veut dire qu'il y a beaucoup, il y a des gens qui se souviennent beaucoup de leurs rêves et il y a des gens qui se souviennent peu de leurs rêves. C'est ça que ça veut dire. Mais ça dénote quelque chose au niveau de la personnalité de l'homme. Donc, on doit, avant de dormir, prier pour avoir des beaux rêves. C'est-à-dire se souvenir de belles choses dont on a rêvé et demander que l'on n'ait pas de rêves qui viennent nous transmettre des choses qui ne soient pas bonnes. Voilà ce que ça veut dire. Quand on a un cauchemar sérieux, Quand on a un cauchemar sérieux, nos sages nous disent qu'il faut prier. Bien sûr qu'il y a quelque chose à faire. Qu'il faut prier. Il y a même des cas graves où on est obligé de jeûner, même le Shabbat. Alors, évidemment, on ne souhaite pas ça, on ne souhaite ça à personne, mais on ne peut pas ignorer. Alors, ça dépend de quoi? Ça dépend, par exemple, de l'état dans lequel on se trouve quand on se réveille. Il y a des rêves. Bon, on les a eus, mais ils ne nous préoccupent pas. Il y a des rêves qui nous préoccupent pendant toute la journée. C'est pas par hasard. Ça veut dire que ça fait une grande impression sur nous, sur notre âme. Ça peut être des rêves qui soient joyeux, ça peut être des rêves au contraire qui nous ont fait une mauvaise impression. Il y a une prière à dire, il y a des cas où il faut faire ce qu'on appelle la tavat halom, il faut donner de la tzedaka, il y a des cas où il faut jeûner, etc., etc. Mais il ne faut pas se paniquer, parce qu'une bonne partie des rêves sont le fruit de l'imagination, et une bonne partie de ce qu'il y a dans les rêves qu'on a rêvés, et c'est aussi imagination. Il y a aussi un autre conseil important, c'est de ne pas raconter ses rêves à tout le monde. Sauf si on a des beaux rêves. Je m'imagine maintenant en train de sourire. Très bien, très bien. Si j'ai mangé un plat parvé, préparé dans un four bassari et dans des ustensiles bassari, est-ce que je peux manger quelque chose de halavi après? Question de kashrut dont on parlera dans la deuxième partie de l'année, puisqu'on va étudier les lois de la kashrut après les ilchot Shabbat, mais puisque la question a déjà été posée, alors on va répondre. Alors aujourd'hui, je vais vous enseigner un principe qui s'appelle, un nom qu'on a déjà sûrement entendu, chezkat halavi, ou chezkat basari. Vous avez déjà entendu ça? Non. Jamais. Vous n'avez jamais entendu l'expression chezkat halavi ou chezkat basari? Vous n'avez jamais entendu parler? Vous voulez que j'écrive ça en ivrite? Oui, s'il vous plaît. Ça ne vous dérange pas, on va le faire. Chezkat halavi ou chezkat basari. Alors je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Parce que c'est un concept dont on se sert souvent en Israël. Et je l'ai déjà entendu en Sourchutz Laaretz. Et les gens ne savent pas très bien de quoi on parle. Alors aujourd'hui, on va l'expliquer. Ça touche exactement à la question qui m'a été posée maintenant. Et j'explique d'abord la problématique de la chose. Ensuite, je vais vous dire quelle est la réponse au niveau de la halakha. La problématique est la suivante. Si je cuis un aliment neutre, fruits, légumes, pâtes, œufs, riz, même poisson, c'est un aliment neutre. Si je le cuis dans un ustensile propre, j'insiste, propre, est-ce que l'aliment reçoit la qualité, le goût de l'ustensile dans lequel il a été cuit? Travaux pratiques. Si j'ai fait cuire des pâtes dans une casserole bassari, est-ce que j'ai droit de mettre, une fois que j'ai fait passer les pâtes dans mon assiette,
du fromage sur ses pâtes. Non. Quelle est la problématique? Elles ont été imprégnées. Si on pense que les pâtes ont été imprégnées, c'est la même chose. Imprégnées du goût de la casserole bassari. Évidemment, je n'ai pas le droit de mettre dessus du fromage, ou même de les manger avec du fromage, ou même de les manger en même temps que de boire un verre de lait, par exemple, en même temps. Si par contre je dis que, étant donné que c'est un aliment neutre, le fait d'être cuit dans un ustensile qui est bassari ne le rend pas bassari, je peux me servir de ces pâtes comme je le veux, à bon escient. Alors, la question que je viens de poser, c'est la question qui m'a été posée. Ok? Vous l'avez entendu? Si je mange un plat parfait dans un four bassari et dans un ustensile bassari, est-ce que je peux manger quelque chose de cholavi après? Moi je pose la question même en même temps, et ensuite on va parler aussi de après. La réponse, c'est une machloket. Il y a deux opinions. Alors, les deux opinions sont: 1. L'opinion du Shulchan Aruch. Selon le Shulchan Aruch, c'est permis. Oui, j'insiste, je répète, vous avez bien entendu et je l'ai bien marqué. C'est permis. C'est permis. Je répète, c'est permis. Ça veut dire que si j'ai fait cuire des pâtes dans un ustensile bassari, à condition que l'ustensile bassari ait été propre et lavé, ces pâtes peuvent être consommées avec du fromage. C'est permis. Il y a une deuxième opinion, l'opinion de celui qui a des remarques sur le Shulchan Aruch et qui est appelé le Réma, Rabbi Moshe Iserlich, et il dit que c'est interdit. Vous avez bien entendu, il dit que c'est interdit. Donc on a deux opinions. 2 secondes. 2 secondes. Ça va prendre quelques minutes pour vous tous expliquer, alors patience. 2 secondes. Donc, selon l'opinion du Shulchan Aruch, quand on a fait cuire un aliment parvé dans un ustensile propre, il ne reçoit pas la qualité de l'ustensile. Il reste parvé. Ça veut dire qu'on a le droit de le consommer avec ce qu'on veut. Selon la deuxième opinion, qui est l'opinion du Réma, qui est celui qui très souvent conteste l'opinion du Shulchan Aruch, c'est interdit. Alors, les Sfaradim suivent cette opinion, celle du Shulchan Aruch. Les Ashkenazim suivent cette opinion. Suivre, ça veut dire que les Ashkenazim sont tenus de cette opinion. Donc, si quelqu'un qui est Ashkenaz fait cuire des pâtes dans une casserole Bessari, il n'a pas le droit de consommer ces pâtes avec du fromage. Il n'a pas le droit. Ça s'appelle, en terminologie de halakha, Chezkat Bessari. Chezkat Bessari, ça veut dire quelque chose de chazak, de fort. Il y a une espèce de goût de Bassari qui a été absorbé par l'aliment qui est parvé. Est-ce que il y a un cas où c'est quand même permis? Il y a un cas où c'est quand même permis, même selon l'opinion du Réma. Dans quel cas? Si on ne s'est pas servi de l'ustensile pendant 24 heures d'affilée. Si pendant 24 heures, on ne s'est pas servi de l'ustensile pour cuisiner quelque chose de bassari, ça devient permis.
Donc comment les Ashkenazim surmontent cette problématique? Ben, c'est très simple. Pendant 24 heures, il y a des ustensiles qui n'ont pas été utilisés. Je reprends l'exemple des pâtes au fromage. Si j'ai fait cuire des pâtes dans une casserole bassari, après que pendant 24 heures dans cette casserole, on n'a pas cuit de bassar, on n'a pas cuit de viande, même pour les Ashkenazim, ça reste parvé. Pareil exactement au niveau du four. Et quand vous parlez du four, très souvent les gens ne font pas attention au fait que quand je parle du four, je ne parle pas seulement du four, mais je parle aussi des plaques. J'ai entendu une histoire hallucinante. J'ai eu du mal à l'entendre quand je l'ai entendu. Une famille très religieuse, un jour, la mère me téléphone en disant, tu sais, mon fils qui étudie à l'Yeshiva m'a dit que peut-être qu'on faisait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Alors je lui dis, ah oui, quelle est la chose? Il me dit, ben, figurez-vous, elle me dit, monsieur le rabbin, que moi j'ai l'habitude de cachériser mon four pour m'en servir et pour Bassari et pour Halavi, mais je me sers des mêmes plaques. Je lui dis, quoi, vous vous servez des mêmes plaques? Elle me dit, oui, je cachérise mon four et je me sers des mêmes plaques pour faire dedans mon rôti et mon gratin. Je lui dis, non, je ne crois pas. Elle me dit, oui. J'étais sûr que, à partir du moment où je cachérisais mon four, je pouvais me servir des mêmes plaques pour servir même plateau. Les plateaux, là, je dis, mais comment? Et vous servez des mêmes casseroles pour faire et le rôti et les pâteaux au fromage? Elle me dit, non, jamais. Je lui dis, et comment c'est que dans les plaques au four vous le faites? Elle me dit, mais justement, c'est ça notre erreur. Heureusement que mon fils nous l'a dit. Il faut savoir que les plaques du plateau, les plaques du four, les plateaux, c'est exactement une casserole. Dans certains cas, c'est encore plus problématique. Parce que c'est en émail, et l'émail n'est pas cachérisable. Donc, je répète, à propos de la question qui a été posée, si je ne me suis pas servi de mon four pendant 24 heures, donc même selon cette opinion, ça devient permis. Par exemple, où c'est quelque chose de critique pour les Ashkenazim, c'est quand je veux faire des chalotes pour Shabbat. Il est important que vous sachiez, mesdames, qu'on n'a pas le droit de faire de chalotes qui ne soient pas parvées. Vous avez entendu ce que je viens de dire? On n'a pas le droit de faire du pain qui n'est pas parvé. On n'a pas le droit de faire du pain qui est halavi ou du pain qui est bassari. C'est interdit. Même en dehors de Shabbat? Même en semaine, il est interdit de faire du pain qui n'est pas parvé. Si on fait de la brioche. Du pain. Je répète, j'ai parlé de pain. On n'a pas le droit de faire du pain qui n'est pas parvé. Pour quelle raison? Parce que on risque d'oublier que notre pain n'est pas parvé et qu'on le consomme et dans tel repas, c'est interdit. C'est tellement interdit que si on a fait un pain pareil, il est interdit de le consommer même. Si par exemple j'ai fait du pain halavi, je n'ai même pas le droit de le consommer dans un repas halavi. Mais c'est halachique, Pas du tout. non, mais C'est pas halachique. C'est une histoire de Walt Disney. Je parle pas du tout de halakha ici, vous avez remarqué d'ailleurs. Je raconte des histoires. Non, je dis pas ça, mais c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Bien sûr. Et donc tous les pains. Quand c'est pas écrit dans le Shulchan Aruch, je vous avertis, ne vous inquiétez pas. Mais Non, si mais c'est un toutes toast. ces spécialités à base de genre pain, fromage. Alors, réponse maintenant. Évidemment, je comprends toutes les surprises qui sont là. Je suis là pour vous surprendre d'ailleurs. Et je comprends toutes les questions qui nous viennent à l'esprit. Mais il y a des gens qui font du pain au beurre, etc., etc. Il y a deux réponses. Premièrement, il est possible que ce soit du pain qui était parvé, dans lequel ensuite on a mis du fromage, etc. Ça, c'est pas interdit. Parce qu'on a décidé de prendre le pain et de mettre dedans du fromage. La deuxième possibilité, selon la halakha, c'est que si on fait un pain qui n'est pas parvé, il doit obligatoirement avoir un signe. Un signe. Alors, je vous donne un petit exemple. En Israël, vous savez ce que c'est que le borekas? Oui. Yofi. En Israël,
La loi est la suivante. Quand on fait un borékas aux pommes de terre, c'est-à-dire qui est parvé, il est carré ou rectangulaire. Et quand il est chalavi, il est triangulaire. Pourquoi? Précisément à cause de ce problème de halakha. Maintenant, ça ne concerne pas les gâteaux. Pourquoi? Parce que les gâteaux, c'est pas comme du pain. Donc, automatiquement, quand on a un gâteau, on dit c'est quoi ça? C'est parvé ou c'est chalavi? Ce que je viens de dire est au niveau du pain. Parce qu'on a l'habitude de se servir du pain dans tous les cas de figure. Alors, je reviens à mon histoire des chalotes. Pourquoi j'ai parlé de ça? J'ai parlé de ça parce que si on est ashkenazi ou qu'on est marié à un ashkenazi, ça arrive, c'est pas grave. Si ça nous est arrivé, on ne pourra pas faire nos chalotes dans le four. Si dans les dernières 24 heures, et ça arrive des fois on oublie, on a fait cuire quelque chose de bassari ou de chalavi dans notre four. Parce que si je mets dedans du pain et je mets dedans mes chalotes dans ce four dont je me suis servi dans les dernières 24 heures ou bassari ou chalavi, mes chalotes ne sont plus parvées. Les Sfaradim n'ont pas ce problème. Les Ashkenazim ont ce problème. Et donc, ils ont deux solutions. Soit faire attention que 24 heures avant qu'on enfourne ces chalotes, on ne se sert pas bassari ou chalavi, on peut se servir parvé de notre four. Soit la deuxième possibilité, c'est qu'avant de mettre mes chalotes dans le four, je le cachérise. Ce qui signifie que je fais monter la température au plus haut degré pendant 5, 10 minutes, un quart d'heure. Il faut avoir une plaque spéciale. Pardon? Et pour elle, il faut avoir une plaque spéciale. Et j'ai pas compris. Pour les chalotes? Soit il faut la Alors, maintenant, on revient aux questions à la question des plateaux. Ok? Si je me suis pas servi des plateaux dans les dernières 24 heures, j'ai pas de problème. Si je m'en suis servi, la solution, c'est de prendre un plateau dont je me suis pas servi 24 heures ou recouvrir un plateau d'un papier d'aluminium épais. Alors, reprenons donc résumé de toute l'affaire dont on est en train de parler. Pour les Sfaradim, l'idée de Cheskat Chalavi et Cheskat Bassari n'existe pas selon le Shulchan Aruch. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai fait cuire un aliment parvé dans un ustensile propre, il reste parvé. Pour les Ashkenazim qui sont plus mahmirim, l'idée de Cheskat Chalavi ou Cheskat Bassari veut dire que j'ai fait cuire un aliment parvé dans un ustensile dont je me suis servi dans les 24 dernières heures, soit en bassari, soit en chalavi. Et alors, qu'est-ce qui est interdit? Dans ce cas-là, qu'est-ce qui est interdit? Ce qui est interdit, j'ai marqué ici interdit, mais je n'ai pas précisé quoi. Ce qui est interdit, c'est de consommer cet aliment avec son contraire. Je répète, j'ai fait cuire mes pâtes dans une casserole bassari, je ne peux pas faire de ces pâtes des pâtes au beurre. Je ne peux pas mettre du gruyère sur mes pâtes. Par contre, je n'ai pas besoin d'attendre 6 heures. En d'autres termes, si j'ai mangé des pâtes dans ce repas, je n'ai pas besoin d'attendre 6 heures pour consommer quelque chose de chalavi. Qu'est-ce que j'ai besoin d'attendre? J'ai besoin d'attendre la fin du repas. Et comment je sais que la fin du repas est arrivée? Le principe, il est clair. En faisant la bracha acharona. À partir du moment où j'ai fait la bracha sur cet aliment, alors je répète l'histoire. J'ai donc fait cuire mes pâtes dans une casserole bassari. J'ai consommé mes pâtes et pas avec du fromage, selon les Ashkenazim, avec des légumes ou tout ce que tu veux, ou du riz pareil. J'ai fait la bracha acharona. Entre le moment où j'ai consommé et la bracha acharona, il y a un temps qui s'est écoulé. Une fois que j'ai fini ce repas et que tout est terminé, j'ai le droit de prendre un café au lait. Maintenant, j'ai le droit de prendre un café au lait. Maintenant, il est important pour les Sfaradim de savoir deux choses importantes. Pour les Sfaradim, j'ai marqué permis. D'accord? Mais s'ils préparent une nourriture pour les Ashkenazim, ils doivent respecter le minhag des Ashkenazim. Ça, c'est évident. C'est important de le savoir. Pardon? C'est pas si évident que ça, parce que
J'ai parlé de Shabbat. J'ai pas parlé de kashrut. Au niveau d'un ashkenaz, ce repas ne peut pas être consommé avec du fromage. Alors si j'ai fait cuire mes pâtes dans un ustensile bassari avec moins de 24 heures, je dois prévenir l'ashkenaz qu'il n'a pas le droit de consommer ça avec du. Ou alors, j'ai une autre possibilité, c'est de me servir d'un ustensile qui a plus de 24 heures d'utilisation. Ok? La deuxième remarque qui est importante, c'est qu'il y a une opinion qui dit que même pour les Sfaradim, il vaut mieux éviter de faire ça a priori. Je m'explique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des pâtes et j'ai l'intention déjà à l'avance, de consommer ces pâtes en mettant dessus du fromage. Si j'ai à choisir entre faire cuire ces pâtes dans un ustensile bassari ou dans un ustensile chalavi, même pour les Sfaradim, il faut a priori choisir l'ustensile chalavi. Et pas dire, c'est pas grave, on a appris que de toute façon pour les Sfaradim, c'est permis, donc je peux faire mes pâtes aussi dans une casserole bassari. Parce qu'elle est plus grande, parce qu'elle est plus belle, parce que j'ai pas envie de me baisser pour aller chercher la casserole chalavi. Dans tout ça, on met de côté et on cherche quand même à faire cuire un aliment parfait dans quelque chose qui conviendra à l'utilisation que je veux faire après. Mais a posteriori, si on l'a fait, on a le droit de consommer avec chalavi. Ok? Et je veux savoir pour l'inverse. J'entends pas. Pour l'inverse. C'est quoi l'inverse? Si je fais cuire les pâtes dans une casserole chalavi. Mais c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Aucune différence. Et je répète, à une condition, c'est que l'ustensile soit prêt. Que ça soit, tout ce que je dis dans un sens est vrai dans l'autre sens. Oui. Pour les fours à micro-ondes, comment ça marche? Les fours à micro-ondes doivent être considérés comme des fours. C'est où? Donc on n'a pas le droit, par exemple, de faire chauffer. On n'a pas le droit de faire chauffer dans le même four à micro-ondes et du bassari et du chalavi, ni ensemble, ni même l'un après l'autre, à condition si on n'a pas couvert les aliments. D'accord? S'ils sont couverts et fermés. S'ils sont couverts, c'est permis et je propose d'avoir un pour le chalavi et un pour le bassari. Pourquoi? 2 micro-ondes, c'est fortement souhaitable parce que le micro-ondes est quelque chose qui est difficile à nettoyer. Justement, comment on doit le cachériser? Le micro-ondes est quelque chose qui est difficile à nettoyer. Ce qui veut dire que quand on met des aliments dedans à chauffer, à cuire, etc., il y a toujours une partie qui éclabousse un peu partout. Et ça pose un problème au niveau de son utilisation postérieure. Parce que il me reste des traces d'aliments chalavi ou bassari dans mon micro-ondes et ensuite je vais m'en servir. Maintenant, si on prend soin toujours de couvrir les aliments dans le micro-ondes, alors on peut se servir pour les deux. Nous avons adopté la méthode de n'avoir un micro-ondes que pour une chose. Et c'est souhaitable. Un micro-ondes aujourd'hui ça vaut des gros chimes. Ouais, non, Ça vaut 200 shekels. Et le four, c'est pareil, 2 fours. Et le four, quoi? autant avoir 2 fours aussi. On décide d'avoir le micro-ondes pour le chalavi et le four pour le bassari. Et on décide. Il vaut mieux pas se casser la tête. Est-ce que ça suffit le couvert? Vous connaissez les gros couverts qu'on pose comme ça sur un assiette? Oui, mais Est-ce que c'est ça couvert ou c'est vraiment bien couvert avec ça veut dire quoi? Il est couvert, ça veut dire qu'il n'y a pas de trou dans le couvert? Non, il y a des trous forcément. Vous savez, c'est des cloches en plastique. Non, pas forcément. Non, il n'y a pas de trou sur les Non, pas forcément. Non, Non, mais quand il faut sans trou. C'est pour ça que je suis en train de parler de ça. Ok, Bakasha. Question pour le micro-ondes du travail. Micro-ondes au travail. Qui n'est pas caché, enfin. On met notre ustensile dans 2 kisuyim. Dans un double sachet. Dans un double sachet. Oui. Moi, je voulais savoir quand c'est un élément comme l'oignon ou le citron, est-ce que c'est tout le monde interdit ou est-ce que ça. Alors on étudiera dans la kashrut, vous posez une très bonne question, qu'il y a ce qu'on appelle dans la halakha le principe du harif. Et le harif, c'est un din qui est différent de ce que je viens de parler. Ok?
quand on coupe un oignon à froid avec un couteau bassari, pour les Ashkenazim, tout l'oignon devient bassari. Pour les Ashkenazim, la grosseur d'un doigt des deux côtés du couteau. Oui, vous êtes là pour apprendre des choses que vous ne connaissez pas. Hein? J'espère qu'on vous a prévenu de ça. Ok, prochaine question. Si un de nos proches est coléreux, et ça fait partie de la chaleur, ça, et qu'on ne peut plus tolérer ce comportement, doit-on lui dire franchement les choses pour le faire réagir, quitte à oser la voix ou ignorer son comportement, en sachant qu'une simple discussion n'agit pas sur elle? Tov, c'est une bonne question. C'est une question concernant les midot. Est-ce qu'on doit faire des remarques à quelqu'un sur ces midot? C'est une question qui est difficile parce que ça dépend beaucoup de la relation que l'on a avec la personne à qui on veut, chez qui on veut essayer de provoquer un changement. C'est bichlal dans tous les domaines. Il y a des gens qui nous remercieront de leur avoir fait voir remarquer et de leur avoir fait pris conscience de quelque chose dont ils n'avaient peut-être pas conscience. Le premier problème au niveau des midot, c'est que beaucoup de gens ignorent que c'est pas légitime. Ben oui, je me mets en colère alors. Et alors quel problème? Vous avez compris? Là, je vous ai fait une illustration de ça. Et alors quel problème? Alors, je suis nerveux. Et alors, quel est le problème? C'est tout. Voilà. Ben ça, c'est le premier problème qu'on a affronté. C'est que jusqu'à arriver à lui expliquer que ce n'est pas légitime, c'est déjà un grand chemin. Parce que beaucoup de gens considèrent que leurs défauts sont légitimes. Que ça fait partie de son comportement normal. Qu'on a le droit de se mettre en colère, qu'on a le droit de dire des insultes, qu'on a le droit d'être violent par la parole. Tout est permis. Et le jour, et sans qu'on étudie, très difficile de prendre conscience de ça. Donc, ça dépend beaucoup du lien qu'on a avec la personne. Parce que nos sages, selon deux versets juxtaposés dans la Torah, nous enseignent que une personne est prête à recevoir des remontrances en fonction de l'amour qu'il sait qu'on lui porte. Plus quelqu'un est conscient qu'on l'aime et qu'on veut son bien, plus il est prêt à ce que quelqu'un lui fasse, cette personne qui l'aime lui fasse un reproche. Ça, ils disent que nos sages nous disent qu'il y a toujours deux personnes, deux catégories pour lesquelles les remontrances, la tochacha, ça s'appelle en hébreu, est plus facile. C'est entre les parents et les enfants, et entre les élèves et le maître. Parce qu'on sait qu'ils veulent, les enfants savent que les parents veulent leur bien, les élèves savent que le maître veut leur réussite, etc. Donc on a d'abord besoin de prouver ça. Et très souvent, cette introduction elle est importante. Tu sais, je vais te dire quelque chose. J'espère que ça ne va pas te déranger, mais je le dis pour ton bien. Le fait que tu sois tellement coléreux, des fois ça met mal à l'aise. Et c'est pas, mais ça met mal à l'aise. C'est difficile continuer à avoir un dialogue. Alors moi je suis pas coléreux. C'est ça le problème, justement, c'est que tu penses que tu n'es pas coléreux, mais le fait que pour chaque chose tu sois prêt à casser la moitié de la vaisselle, alors ça existe. Mais quand ça existe. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de faire des remontrances à ses parents, c'est votre question? Son père et sa mère? Non. On n'a pas le droit. Alors comment affronter cela? En évitant. Parce que d'abord, par définition, les parents n'acceptent pas de reproches de remontrances de la part de leurs enfants. Deuxièmement, on a un problème de l'achat de kabed et avicha vetimera. Et si c'est insupportable, et des fois c'est insupportable, ben, il faut éviter. Il faut soit éviter de provoquer, d'aller à une situation qui va provoquer un comportement négatif, soit se sauver. Je ne suis pas là. Ça. Si c'est une question de santé, on a le droit de faire le reproche à ses parents quand même. Une question de santé, ça veut dire quoi? Expliquez-moi. Si par exemple ils sont malades ou il faut qu'ils aillent voir le médecin ou que, enfin, voilà, j'ai compris. Dans leur intérêt. Ouais, Ah oui, bien sûr. Bien sûr.
Ce qu'on a le droit de dire à ses parents, c'est que on a appris que. Je vous ai rien dit. Je vous raconte ce qu'on a appris. On a appris que quelqu'un doit faire très attention à sa santé. Santé, c'est quelque chose qui est irretrouvable. Si on la perd, si on la gaspille, il est difficile de la retrouver. Alors, qu'est-ce que tu penses que je t'aide d'aller chez le médecin? Mais pourquoi? Je sais pas, tu es en train de tousser depuis 2 mois, peut-être que ça veut dire quelque chose. Alors, les parents savent, selon le ton, si on est en train de dire quelque chose pour leur bien, on essaye de leur reprocher de les changer. On n'essaye pas de changer ses parents, impossible. Et si le comportement d'un des parents rend malheureux la famille? Eh bien, on se sauve. Mais on peut pas se On se On sauve. le laisse tout seul. On se sauve. se sauve le comportement d'un des Et parents. ou alors, on fait intervenir une tierce personne qui peut, elle, faire ce que nous, on ne peut pas faire. C'est ça la chorma. Le chorma dit, on va trouver. Moi, quand on me pose ce genre de questions, on dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une influence? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui ils sont en contact? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut parler? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut un truc? Maintenant, évidemment, si ça met en danger, c'est comme toute chose dans la Torah. Quelque chose qui met en danger, c'est autre chose. Si on a quelqu'un qui se balade avec un couteau et qui se prépare à faire des bêtises, on a le droit d'intervenir parce que ça va sauver 2 personnes. Et la personne qui tient le couteau et la personne qui risque de se recevoir le couteau, c'est autre chose. Mais de façon globale, les parents, les enfants ont du mal à intervenir au niveau du comportement de leurs parents. Ils doivent le faire par personne. C'est marqué dans la halakha que si un comportement d'un des parents est insupportable, soit on arrive à faire intervenir quelqu'un, soit on se sauve. On ne peut pas. Impossible. Impossible. Insurmontable, on se sauve. Et on fait s'occuper d'eux par quelqu'un d'autre. Et avec les frères et sœurs? Les frères et sœurs, par contre, on a le droit de dire ça me plaît pas. C'est tout. Mais Dieu, qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça cette semaine. Une fille qui a un frère qui se dit très religieux, qui se comporte pas du tout comme il faut. Ok? Je dis, mais il faut lui dire. Elle dit, tu n'as aucun droit de me blesser, tu n'as aucun droit de me parler de cette façon. Et puis, il vaut mieux qu'on garde des relations de frères et sœurs, et viens, on évite les querelles. Parce que tu parles et tu t'adresses à moi d'une façon qui ne convient pas. C'est d'ailleurs qu'on a le droit de le dire. Il faut le faire toujours avec du respect, surtout si c'est plus grand, ils sont plus grands que soi. Mais on n'est pas là pour subir. Il ne faut pas être victime. Ne jamais jouer le rôle de victime. Très souvent, les gens ne se rendent pas compte qu'une bonne partie des problèmes qu'ils ont, c'est parce qu'ils ont accepté d'être victimes. On n'accepte pas d'être victime. On refuse d'être victime. Non, quand on a décidé de façon stratégique de ne pas être une victime, alors on commence à réfléchir, on prend conseil. On prend un conseil. Si on a des problèmes bien particuliers, on prend un conseil. Mais ne jamais jouer le rôle d'une victime. Si tu acceptes de te taire, tu acceptes de te taire, mais pas en victime. Parce que tu sais que c'est la bonne solution dans le cas présent. Mais pas, je me tais, mais... Ou alors, je me tais, mais je me tais. C'est pas comme ça que ça marche. On ne joue pas le rôle de victime. Vaut-il mieux être laïque en Israël que religieux en Galoute? Non, il vaut mieux être religieux en Israël. Non, la réponse est claire, non? C'est quoi ce dilemme? Soit on est laïque en Israël, soit on est religieux en Galoute. C'est ce qu'on a mis dans la tête des gens. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Aller en Israël et devenir laïque? Ou rester ici dans ta communauté à Paris et continuer d'être religieux? Non, mais c'est quoi cette folie-là? C'est comme si on dit à quelqu'un, tu sais, tu as le choix en deux possibilités. Soit tu sautes dans ce ravin, soit tu cours sur l'autoroute te faire écraser. Voilà, choisis. Qu'est-ce que tu préfères? Alors, tu as un choix, tu es libre du choix. Soit tu te jettes dans le ravin, soit tu te fais écraser sur l'autoroute. Alors, qu'est-ce que tu préfères comme mort, mon petit? Mais c'est quoi cette folie? C'est ce genre de questions ridicules qu'on a mis dans la tête des gens qui a ce dilemme. J'ai déjà entendu, et j'étais malheureusement
j'ai rencontré des gens à qui on leur avait tenu ça. Écoutez, vous voulez faire votre aliyah, monsieur? Oui. Et vous avez pensé à l'éducation de vos enfants? Comme si toute personne qui vit en Israël, alors évidemment, ces enfants sont exposés à de graves dangers d'éducation. Mais quand on est en France, il n'y a aucun de problème d'éducation. C'est connu. Dans un des lycées, établissements scolaires les plus réputés, considérés comme étant les plus religieux, hein, on m'a raconté le cas d'une fille qui vivait avec un arabe. Mais qu'est-ce qu'on fait mettre dans la tête des gens? Cette histoire-là. Est-ce qu'il vaut mieux être ci ou être ça? Ah, excusez-moi, c'est pas moi qui ai posé la question, mais... Vous avez le droit de poser cette question. Vous comprenez que je ne reproche pas à la personne. J'ai aucun reproche à adresser à la personne qui a posé la question. J'ai un reproche à la façon de présenter un dilemme comme quoi hein, c'est ou religieux là, ou laïque là-bas. Parce que pendant un cours, il a été évoqué une phrase, que c'est la bêtise du Rav Kook, qui disait « Il faut mieux être chiloni en Eretz que religieux en Galoute ». Écoutez, d'abord... Je pense que la question a été posée par rapport à ça. C'est à propos d'un cours, ouais. J'ai deviné qu'en fait c'était un cours qui avait pas... C'était pas un dilemme voilà, de se dire c'est mieux l'un ou l'autre, mais c'est une phrase qui a été évoquée pendant un cours. Ouais. Cette phrase telle que vous l'avez dite, je ne me souviens pas que c'est marqué dans le Rav Kook. Maintenant, non, c'est important de savoir. Cette phrase telle qu'elle a été dite, ce que vous venez de dire, je ne me souviens pas qu'elle est marquée dans le Rav Kook. Ça ne veut pas dire que je connais tous les écrits du Rav Kook par cœur, mais je ne me souviens pas d'une phrase pareille. Par contre, j'imagine que quand on a traité d'un problème, ce que le Rav Kook a dit, c'est que la force d'Eretz Israël, étant donné que c'est l'endroit de la providence divine par excellence, la force d'Eretz Israël, c'est finalement de ramener tout le monde à la Emouna. Et que si on a quelqu'un se trouverait devant un dilemme énorme, en se disant oui, mais il y a quand même des risques, ce qu'il y avait, il y a des risques. Est-ce qu'à long terme, quels doivent être nos calculs à long terme? Quelqu'un dit, c'est moi, je suis bien installé, je suis bien entouré, j'ai tout ce qu'il faut, je suis bien protégé, j'ai mes rabbins, j'ai mes profs, j'ai mes écoles, j'ai tout ça. Et puis en Eretz Israël, tout est ouvert, tout est possible, tout est, etc. La réponse, c'est qu'à long terme, on sait que Eretz Israël finira par provoquer la tchouva. Eretz Israël provoque la tchouva. Et on le voit. Il y a des générations ici qui sont arrivées il y a 120 ans, qui dans un premier temps se sont éloignés, et aujourd'hui les petits-enfants, arrière-petits-enfants, font un retour galopant à tout ce qui concerne la Emouna. Donc toute la question est toujours à court terme et à long terme. Par contre, on connaît d'autres familles dont des branches sont restées en dehors d'Eretz Israël, et à long terme, on sait ce qui s'est passé. Alors c'est peut-être dans ce sens que les choses ont été dites. À long terme, le fait de vivre ici en collectivité, une vie nationale, avec tout ce que ça veut dire au niveau de l'essence des choses. Okay? On a quand même ici comme emblème la menorah du Beth Amikdash. Sur chaque passeport israélien, il y a la menorah du Beth Amikdash. Et notre hymne, c'est pas qu'un sang impur abreuve nos sillons. Eh ben, c'est joli ça. Ils sont bien cultivés les Français. Liberté, égalité, fraternité, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Eh ben, ça a l'air joli ça. Comprenez, à long terme, il est clair que l'avenir, même s'il y a des accidents de parcours, il est assuré ici. C'est peut-être ça qui a voulu être dit et qui a été souligné. C'est peut-être ça. J'ai appris qu'il est interdit de voir, d'observer
quelque chose qui nous est interdit de faire, exemple tsniout, pouvez-vous développer ce sujet? J'explique la question. On pourrait penser que les interdits de la Torah ne concernent que l'acte, mais que l'interdit de la Torah ne concerne pas être observateur, spectateur de la chose. En d'autres termes, c'est une question qui est très importante, la question qui vient d'être posée. Est-ce que quand je suis spectateur de quelque chose, je fais partie de la chose? Ou est-ce que je peux dire non, tu vois, moi c'est... ça ne me concerne pas, un film où on voit toutes les horreurs, toutes les choses obscènes, etc. C'est pas moi qui ai fait le film, et puis je ne ferai jamais des choses pareilles. Mais disons que je vois le film. Est-ce que je suis impliqué par le fait d'assister, de voir un crime, de voir quelque chose d'indécent? Est-ce que ça m'implique ou pas? Voilà la question qui est imposée, une très bonne question. Parce que il y a un état d'esprit qui dit qu'il n'y a rien à voir entre le fait d'assister, d'être le spectateur de quelque chose, et le fait d'être acteur. Spectateur ou acteur? Réponse, il est clair qu'on n'est jamais spectateur. Si on accepte, à plus forte raison, si on choisit, à plus forte raison, si on désire être le spectateur de quelque chose qui est négatif et interdit, on a décidé d'en faire partie. Point final. Au niveau de la Torah, c'est marqué où? Dans Kriyat Shema. Velo tatu achare levavchem ve'achare einechem. Pourquoi? Parce que l'homme est un être qui est total. Ce qui signifie qu'il est attaché à ce qui se passe dans la réalité par toutes les parties de son être. Par sa pensée, par ses sens et par ses actes. Et donc, quand on accepte d'être le spectateur, on voit en train de quelqu'un, on assiste à quelqu'un qui est en train de rouer quelqu'un d'autre de coups à mort. Ben Moshe Rabbeinu, il est intervenu. Et qu'est-ce qu'ils lui disent, les deux juifs là qui disputent en Égypte? Et Moshe intervient pour les séparer. Elle dit, mais de quoi tu te mêles? Comment de quoi je me mêle? Mais si je ne vous sépare pas, je deviens complice. Ça veut dire que j'accepte le principe de la violence entre deux juifs. Alors ça ne vous suffit pas les coups que vous recevez des Égyptiens? Vous les juifs, vous avez décidé de vous donner des coups aussi? Alors il y a des cas où on peut intervenir et des cas où on ne peut pas intervenir. Quand on ne peut pas intervenir, on n'est pas spectateur. On décide de quitter. On décide de ne pas participer. Et on ne peut pas se dire, le fait qu'on n'est que spectateur, ça ne nous implique pas. Et comment ça nous implique? Nos sens nous impliquent. On fait preuve de choser tzniut, soit par la façon dont on se comporte, dont on parle, dont on s'habille, ce qu'on observe, ce qu'on examine, etc., etc. La Gemara nous dit, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a fait le bout de l'oreille un cartilage qui soit malléable? Pour le faire rentrer dans l'oreille. Pourquoi? Pour empêcher d'entendre ce qu'il ne faut pas entendre. C'est pas exagéré. Et pourquoi est-ce qu'on a des paupières? Pour fermer les yeux quand on veut les fermer. Je voulais dire, par exemple, dans la question, quand on parle de sinus, je voulais dire que dans la pluie, et on voit des personnes qui sont pas du tout sinus, on fait quoi? Je veux dire, on pas non plus. On n'observe pas. Mais pas d'extrême, pas d'extrême. Non, on n'est pas obligé de fermer les yeux, de se cogner 3 fois contre un poteau. Pas d'extrême. Mais il y a une différence entre voir et observer. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. C'est à quel stade on Il nous arrive tous de rencontrer des choses qu'on n'aurait pas voulu voir. Malheureusement, on n'a pas le choix. Mais on n'observe pas. Il y a une grande différence. Observer, ça veut dire fixer son attention sur la chose. Ça veut dire nourrir son esprit de la chose qu'on est en train de voir. C'est tout. Shalom. Leitrat.